Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Nous débuterons ce journal avec la mise en œuvre des nouvelles mesures de sécurité dans les établissements scolaires, demandées par le ministre de l'Éducation nationale à la suite de l'assassinat de Dominique Bernard. Notre partenaire TL7 s'est rendu dans un lycée de Saint-Étienne dans la Loire pour le constater. Elle est l'une des 17 derniers rescapés français des camps de concentration nazis. En cette période douloureuse, en raison du conflit israélo-palestinien, le témoignage de Ginette Kolinka devant les élèves d'un lycée d'Épinal prend un sens tout particulier. Une équipe de Vosges Télévisions a recueilli son témoignage, vous verrez. Et puis nous consacrerons une page de ce journal aux conséquences du changement climatique. En Corse, le crabe bleu est la hantise des pêcheurs. Avec ses grosses pinces bleues, ce crabe venu d'Amérique du Nord coupe leur filet et dévore tout. Un impact économique et écologique sans précédent, comme l'a constaté une équipe de Télépaésé sur place. Enfin, notre partenaire Canal 32 nous emmènera suivre l'entraînement de ce chien d'origine canadienne, le Terre-Neuve, qui, bien au-delà de sa gentillesse, pourrait épauler les maîtres nageurs sauveteurs cet été sur les bords des plages. Une association milite pour obtenir qu'il soit reconnu d'utilité publique. 15 jours après l'assassinat de Dominique Bernard dans son collège à Arras, un sondage ELAB indique que 84% des Français sont inquiets face à la menace terroriste. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a demandé un renforcement significatif de la sécurité dans les établissements scolaires. Pour notre partenaire TL7 dans la Loire, Marie-Lise Pariot s'est rendue dans un lycée de Saint-Étienne qui dispose déjà de portiques électroniques et de caméras de surveillance aux entrées. Ce geste est simple et pourtant il permet la sécurité des 500 élèves du lycée Jean Monnet. Oui, ça me rassure d'avoir les portiques. Je me dis qu'il n'y a pas n'importe qui peut entrer. Et aussi d'avoir la police devant le lycée, ça rassure. L'annonce de l'attaque au couteau à Arras et le décès du professeur Dominique Bernard a eu l'effet d'une onde de choc dans l'établissement. Ça m'a choquée parce que c'est des élèves qui ont fait ça. Et l'école, c'est quelque chose là où on est censé se sentir en sécurité. Donc ça m'a choquée qu'il y ait pu avoir ça ici. Depuis, les mesures de sécurité ont été durcies. Le sac des élèves doit être fouillé, mais elles concernent surtout les personnes extérieures à l'établissement. Elles doivent par exemple justifier leur identité. Devant certains lycées, on retrouve des bornes anti-voitures béliers, des alarmes anti-intrusion, des vidéoprotections, des portiques de sécurité. Les établissements sont comparés à de véritables forteresses. Il me semble qu'on est à un niveau de sécurité qui est important. Après, ça reste un établissement scolaire, donc ce n'est ni un bunker, ni une prison. C'est un juste équilibre entre nos missions d'éducation et la garantie de sécurité que l'on doit aux enfants et aux adultes de l'établissement. Depuis 2016, la région a investi 110 millions d'euros pour la sécurité des établissements scolaires sous leur délégation. Tous les lycées ont au moins des portiques à leur entrée. C'est l'une des 17 dernières rescapées des camps de concentration nazis. La Française Ginette Kolinka témoignait devant les élèves d'un lycée d'Épinal. Elle a délivré un message de paix alors que le conflit entre Israël et la Palestine est à son paroxysme. Elle rappelle l'horreur qu'elle a vécue à Auschwitz durant la Seconde Guerre mondiale. Une rencontre chargée d'émotions à laquelle a assisté notre partenaire Vosges Télévisions. Elle était de passage à Épinal avant les événements qui touchent actuellement le territoire israélo-palestinien. Rencontre intense d'émotions avec Ginette Kolinka, l'une des 17 derniers survivants de la déportation durant la Seconde Guerre mondiale en France. Le 13 mars 1944, la jeune fille issue d'une famille juive non pratiquante se fait rafler par la Gestapo. Elle est emmenée à Auschwitz-Birkenau en Pologne dans un camp de concentration. À l'arrivée, son père, son frère, son neveu sont immédiatement gazés dans le camp d'extermination attenant. Jugé apte à travailler, on lui tatoue sur le bras un nombre, 78 599, le début d'une descente en enfer. On nous a réduits dans un état lamentable. Vous n'êtes plus rien. Ils vous ont tout enlevé qui pouvait faire quelque chose qui vous différenciait les uns des autres. On vous a mis nus, on vous a enlevé vos poils, on vous a enlevé vos cheveux, on vous a habillé d'une façon très ridicule et on est tous aussi ridicules les unes que les autres.
on nous frappait, on ne nous nourrissait pas, on avait des travaux vraiment très durs à faire. Longtemps incapable de témoigner, Ginette Kolinka a décidé depuis 20 ans d'aller à la rencontre de la jeunesse. Sa crainte, le négationnisme. À 98 ans, elle démarre comme cela son propos. Tout ce que vous pourrez apprendre dans les livres, ce n'est pas vrai. C'était pire. Quand je dis on était battus, l'image que j'ai, c'est le bourreau qui tape la victime, elle est par terre, à ses pieds, ensanglantée, et vous avez le bourreau qui continue à la frapper jusqu'à ce qu'elle soit ou évanouie ou morte. J'en avais déjà entendu parler, mais on ne l'imagine pas aussi difficile que comme elle le raconte ici, en vrai, en face de nous. C'était assez touchant que quelqu'un ait le courage de raconter ça. 1200 membres de la communauté juive sont arrêtés dans les Vosges. 80% d'entre eux ne reviendront pas. Voilà, et puis en bref, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière qui touche chaque année entre 2 et 6 millions de personnes a débuté. Ce geste n'est plus réservé aux médecins. Sébastien Germain, pour notre partenaire 8 Mont-Blanc, l'a constaté dans cette officine de Chambéry. De plus en plus de Français n'hésitent plus à aller en pharmacie pour se faire vacciner. Chaque année, je prends mon rendez-vous, je fais ça dès le premier jour, même éventuellement, oui. Je suis à fond là-dedans, oui. Je pense qu'on a plus de chances on a moins de problèmes en se faisant vacciner qu'en attrapant la grippe, voilà. Les Restos du Cœur du Val d'Oise se préparent à un hiver difficile. La grippe arrive, le froid s'installera bientôt et c'est le moment en général où les Restos du Cœur ont les plus fortes demandes. Dans le Val d'Oise, l'association créée par Coluche a distribué 35% de repas supplémentaires ces derniers mois. Une explosion de la demande qui se cumule avec une forte inflation des produits alimentaires que doit acheter l'association. Les restos pourraient être obligés de restreindre ces prestations pour la campagne d'hiver qui démarrera le 20 novembre. Notre partenaire VOTV a rencontré son directeur qui ne cache pas son inquiétude. Écoutez. Chaque année, les Restos du Cœur du Val d'Oise distribuent un peu plus de 2 millions de repas. Tout est stocké ici, dans cet entrepôt de 4500 mètres carrés à Argenteuil. On trouve ici dans l'entrepôt tous les produits alimentaires, bien sûr, à la fois ambiants et frais. Des produits bébés également, il ne faut pas que je les oublie, c'est très important. Les produits bébés, c'est très cher pour les familles. Et cette année, les restos se préparent à une campagne d'hiver compliquée. Nous avons distribué sur la campagne d'été, en termes de repas distribués, 35% supérieur à l'année passée, ce qui est énorme. Ça représente plus de 400 000 repas en plus de ce qu'on a connu l'an dernier. Donc c'est colossal. Les restos reçoivent beaucoup de dons, mais 30% de l'aide alimentaire est en fait achetée par l'association. Alors, avec l'inflation, la facture est salée. Les achats, eux aussi, sont frappés par l'inflation. Et l'alimentaire des restos, on est plus proche des 20%. Donc ces repas, en plus, on doit les acheter. Il y en a beaucoup plus à acheter et beaucoup plus cher. Avec des finances à la baisse, les restos risquent de devoir restreindre leurs prestations. Ça veut dire effectivement donner un peu moins à chacun et également certaines personnes qui étaient un peu limite, les moins démunis des plus démunis, si je puis dire, eux, on risque de ne pas pouvoir les accepter, malheureusement. Évidemment, ça nous fend le cœur, c'est dramatique, mais malheureusement, les contraintes financières sont là. Face aux difficultés des Restos du Cœur, le conseil départemental du Val d'Oise a décidé d'augmenter de 50% son soutien à l'association avec une aide de 37 500 €. Le département a également renforcé son soutien aux 14 épiceries sociales du Val d'Oise. Voilà, ouvrons maintenant notre page dédiée au changement climatique, à ses conséquences et aux innovations aussi qui en découlent. En quelques années, les eaux de la Corse et plus largement de la mer Méditerranée ont été colonisées par le crabe bleu. Ce crustacé venu d'Amérique est un fléau pour les autres espèces marines et pour les pêcheurs de l'île. Un problème pris très au sérieux par les scientifiques. Un reportage d'Angèle Ricciardi pour Télépaysé sur place. Les premières lueurs du matin inondent l'étang de Bigoulia, l'une des 7 réserves naturelles de l'île. Mais sous les eaux tranquilles vit un crabe bleu qui mange tous les poissons et détruit les filets des pêcheurs.
D'habitude, ce sont 6 embarcations qui sillonnent l'étang. Aujourd'hui, Michel est tout seul. Ce crabe qui vient d'Amérique du Nord peut parcourir jusqu'à 15 km par jour et il n'a aucun prédateur. Alors, les dégâts sont très nombreux. C'est du matériel qui n'est pas fait pour les crabes. Pour le moment, on n'a pas trouvé de solution. À part voilà, de les sortir de l'eau et si on arrivait à la limite à les commercialiser, ça serait déjà quelque chose de gagné. Mais là, on n'a pas de marché. Pour le moment, on n'a pas de marché. Pour aider les pêcheurs, l'Office de l'environnement de la Corse a dû investir 22 000 € dans des filets plus résistants. Mais aussi, des puces électroniques ont été installées sur plusieurs crabes pour surveiller les populations et mieux les contrôler. C'est une espèce qui s'est manifestement très bien adaptée, qui serait potentiellement aussi favorisée par le changement climatique et donc qui pose après souci une fois qu'elle est implantée évidemment sur l'ensemble de l'écosystème. Un plan de lutte régional est prévu dans les semaines à venir pour inciter les restaurateurs à préparer du crabe bleu. Sa chair est déjà très prisée en Asie, pourvu qu'il en soit de même sur l'île. Nous le savons, la crise de l'énergie ne se réglera pas sans un changement radical de méthode de production. Lancée en 2021 à Grenoble, une start-up tente de générer de l'électricité grâce à des cerfs-volants. L'entreprise est encore en phase de recherche et de développement, mais l'ambition est grande. Commercialiser des éoliennes mobiles de 25 mètres de long d'ici 2028. C'est un reportage de Miko Pecci pour Télé Grenoble. Regardez. Permettre à tous d'avoir une indépendance énergétique grâce à un cerf-volant. Voilà l'idée de Gareth Smith en lançant son entreprise en 2021. Je pense qu'on va pouvoir voler. Pour de l'autoconsommation, pour un usage industriel, le cerf-volant éolien pourrait fournir 100 kW, une énergie suffisante pour alimenter tout un village. 100 kW, ça va fournir pour une centaine de maisons. Par exemple, les villages au Canada ou villages en Afrique. Aujourd'hui, ils sont dépendants des groupes électrogènes diesel. Et pour arriver à notre objectif de zéro émission nette en 2050, on a besoin de promouvoir des technologies comme le nôtre. L'énergie est produite par le vent qui force sur les câbles du cerf-volant reliés à un générateur au sol. Le coût de production serait 3 fois moins élevé qu'une éolienne classique. On a prouvé qu'on peut faire voler un cylindre qu'on entraîne à partir du sol, donc il n'y a pas de moteurs qui sont embarqués. Donc juste avec l'effet Magnus, avec le vent, on arrive à faire voler notre cerf-volant. Le plus gros avantage aussi, c'est que nous, on peut déployer notre système et après le récupérer si on en a plus besoin. On a moins de résistance sociétale, moins de crainte, parce que le système il se pose au sol, sur son socle, quand il n'y a pas de vent et ça ne fait aucune pollution visuelle sur le paysage. Aujourd'hui, la mission est de confirmer la performance et la stabilité en vol. Mais les essais ne se passent pas toujours comme prévu. Les prototypes sont mis à rude épreuve. Il y a occasionnellement un petit bug avec l'allumage des moteurs. Les contrôleurs moteurs font tourner immédiatement les moteurs sans qu'on le commande. Et malheureusement, j'étais pas prêt. Et c'est un petit aléa des essais en vol. Il faut célébrer chaque échec parce que c'est un apprentissage. C'est réparé. Ouf. Pour le moment, le prototype est petit et ne génère qu'1 kilowatt. L'entreprise a besoin d'un fonds de 5 à 10 millions d'euros pour lancer le modèle de 25 mètres de long pour une commercialisation horizon 2028. Et puis plus au sud, dans Camargue, si le changement climatique perturbe de nombreux cycles de production, il existe une production céréalière qui se porte bien, c'est celle du riz et particulièrement en Camargue d'ailleurs. Une année parfaite pour faire pousser du riz avec de l'eau pour ses pieds, du soleil pour sa tête et suffisamment de vent pour le sécher. Un riz approvisionné par le Rhône et soufflé par le Mistral. Des caractéristiques on ne peut plus camarguaises qui lui permettent de disposer d'une indication géographique protégée. Via Occitanie, Antoine Guillet nous emmène dans les rizières de la famille Benoît. Il dessine les paysages de la Camargue et les terres de la famille Benoît. Mathieu s'affaire dans les rizières pour moissonner malgré une météo peu favorable. Les parcelles sont sèches parce qu'il n'a pas plu, mais on n'a pas des très bonnes conditions climatiques dans le sens que tous les matins, il y a du brouillard et de l'humidité. Du coup, on ne peut pas attaquer bonne heure le matin et le soir de bonne heure, on est aussi arrêté. Donc, après, elle se passe bien, la journée ça va, mais le soir et le matin, il y a trop d'humide, on ne peut pas récolter.
Une récolte pas simple, mais une année 2023 parfaite pour faire pousser du riz, avec de l'eau pour ses pieds, du soleil pour sa tête et suffisamment de vent pour le sécher. Un riz approvisionné par le Rhône et soufflé par le Mistral, des caractéristiques on ne peut plus camarguaises qui lui permettent d'avoir une indication géographique protégée, un bel argument de vente pour Clarisse, la cousine de Mathieu. La particularité du riz Camargue comparé aux autres riz déjà, comme on peut le voir, ils sont un peu plus, ils sont moins longs et fins que les riz asiatiques, mais ils sont un peu plus, j'aime bien dire joufflus, quoi. Ils sont un peu plus costauds, un peu plus ronds. La famille Benoît espère commercialiser comme chaque année environ 1200 tonnes de riz, un cru 2023 récolté pendant encore une dizaine de jours, mais il faudra attendre 2024 pour le déguster. Nous les trouvons attachantes, mais lorsque leur rendement baisse, les poules pondeuses finissent en général tristement à l'abattoir. L'association Poules pour tous les récupère auprès d'éleveurs afin de les mettre en vente auprès de particuliers. Toutes ces poules proviennent d'élevages bio, de plein air ou de labels. Avec plus de 160 relais dans toute la France, LMTV Sarthe a rencontré Alicia, salariée de l'association, heureuse d'offrir une nouvelle vie à ses gallinacées. Regardez. Bientôt, une nouvelle vie attend ces poules pondeuses. Après 1 an et demi d'élevage, elles sont mises en vente par Poules pour tous, une association qui récupère ces gallinacées auprès d'éleveurs pour leur éviter l'abattoir et les vendre à des particuliers. Je trouve c'est un petit peu honteux quand même de mettre des poules à l'abattoir alors qu'elles ont 18 mois et qu'elles sont complètement encore capables de pondre, mais parce qu'on estime que c'est plus assez rentable. Chaque année, c'est près de 50 millions de poules pondeuses qui sont élevées en France. Des poules de 18 mois considérées comme plus rentables pour certains éleveurs, mais qui peuvent pondre encore quelques années. Elles pondent encore 4 ans. Après, sur le temps de vie, ça joue un petit peu, mais ça varie. La réservation se déroule en ligne sur le site de Poules pour tous et selon la région. Des dates de permanence et un point de distribution y sont indiqués. Et certaines de ces poules ne manquent pas de saisir l'opportunité quand elles se présentent. De nouvelles opérations de vente auront lieu prochainement dans la région Pays de la Loire, y compris en Sarthe. Rendez-vous sur le site internet de l'association pour réserver votre poule pondeuse. Bonne journée à vous, au revoir. Apporter une bouée de sauvetage, épauler un sauveteur ou tirer une embarcation de plusieurs tonnes, ce sont les missions de sauvetage en mer que peut mener le Terre-Neuve, car rien ne fait peur à cette race de chiens qui trouve ses origines au Canada. Récemment, 8 chiens et leur maître ont multiplié les exercices sur les berges d'un lac de l'Aube afin que ce chien secouriste soit reconnu d'utilité publique, car la plupart des plages et des littoraux lui sont interdits l'été en France. Notre partenaire Canal 32 n'a pas hésité à se jeter à l'eau avec lui. Regardez. Ce dimanche matin sur la plage de Dienville, pas de nageurs en vue, mais des chiens qui n'ont pas peur de se jeter à l'eau. 8 Terre-Neuve enchaînent les exercices sous les yeux ébahis des touristes et de leurs maîtres. On y apprend à aller chercher un objet, une bouée, n'importe quoi. Et après, on va, comme cet après-midi, je vais commencer à y apprendre à apporter un objet à une personne. Là, c'est un peu plus compliqué. Apporter ou rapporter une ligne de vie, une bouée de sauvetage, épauler un sauveteur et tirer une embarcation de plusieurs tonnes, pas de quoi effrayer le Terre-Neuve. 70 kg de muscles, un sous-poil imperméable, des pattes larges. La race trouve ses origines au Canada. D'abord amie fidèle des pêcheurs, elle excelle aujourd'hui dans les sauvetages en mer. C'est très bien pour les maîtres nageurs et c'est très bien pour garder les enfants. Instinctivement, en fait, les Terre-Neuve regardent les enfants ou les gens s'ils se noient. Ils vont essayer de les sauver. Et en fait, c'est un chien qui a beaucoup de caractère. Des qualités innées et un instinct qui ont séduit Vanessa et les membres du club champenois de chiens de sauvetage nautique. Une journée d'exercice pour le plaisir de voir leur chien en pleine nature. Mais attention, pour l'instant, il n'est pas question d'intervenir officiellement. Nous, on est un club, on va dire, on n'intervient pas sur des lieux pour faire du sauvetage à proprement dit. Parce que pour être sauveteur avec un Terre-Neuve, il faut être sauveteur nautique. C'est une passion et puis on le fait sérieusement parce que on peut des fois être amené quand même à intervenir. On se balade avec notre Terre-Neuve et puis on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui est en train de se noyer ou qui est en difficulté. Ça nous permet d'intervenir quand même. Si le Terre-Neuve aime l'eau, la plupart des plages et littoraux touristiques lui sont interdits l'été en France. L'association milite pour que plus d'espace lui soit aménagé.
Voilà, et puis durant ces vacances, si vous séjournez dans le Bordelais, je ne peux que vous recommander d'embarquer à bord de la fusée d'Objectif Lune, de plonger au fond de la mer à la recherche du trésor de Rackham-le-Rouge. C'est en tout cas ce que propose le parcours Expo Immersive Tintin, qui a pris ses quartiers au bassin des Lumières, un magnifique lieu de Bordeaux. Un voyage à 360 degrés qui ravira les tintinophiles avérés ou les amateurs de ce nouveau genre d'exposition. Notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, n'a pas résisté à la tentation. Regardez. Pour la première fois, le 9e art s'invite au bassin des Lumières, mais pas avec n'importe quel personnage. C'est Tintin qui vient faire le show, le fruit de 8 mois de préparation. Forcément, Hergé étant peut-être le dessinateur de bande dessinée le plus célèbre, le plus renommé du XXe siècle, il fallait lui rendre hommage au bassin des Lumières. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi d'accueillir cette très belle exposition. Une exposition qui a déjà été montrée à Paris, au Beau-de-Provence, à Bruxelles et à Lausanne, mais qui prend une teinte particulière à la base sous-marine. On retrouve forcément le fameux bathyscaphe qui a été construit par le professeur Tournesol, qui est un sous-marin en forme de requin et qui s'insère parfaitement dans la base sous-marine. Le parcours a été construit avec la société chargée de l'exploitation commerciale de l'œuvre d'Hergé, un patrimoine intemporel. Les histoires qu'il raconte, vous pouvez les interpréter de manière différente, vous pouvez les lire de manière différente en fonction de l'âge que vous avez. En lisant Tintin, vous faites un voyage dans l'histoire du XXe siècle. C'est un siècle qui vient juste de finir, et c'est quand même un siècle qui est très important. Et Hergé, en plus, avec ce génie de l'universalité et du message universel, en fait. Tintin, l'aventure immersive, est à voir tous les jours pendant les vacances de 14h à 20h et les mercredis, samedis et dimanches hors vacances aux mêmes horaires, en complément de Goya qui prendra fin comme Tintin le 7 janvier 2024. Et puis Disneyland Paris fête ses 100 ans dans les studios Walt Disney. Alors si vous l'avez raté, je vous propose de revenir sur la célébration du 100e anniversaire de Walt Disney Studios. Un événement unique fêté comme il se doit dans son célèbre parc d'attractions avec au programme parades inédites, costumes des 100 ans pour le tandem Mickey et Minnie et un spectacle nocturne exclusif dans les parcs franciliens. Des images de Mélanie Faure pour 20 minutes TV. 100 personnages Disney réunis pour un siècle de magie. Disneyland Paris rassemble pour la première fois tous les grands classiques et la nouvelle génération pour fêter les 100 ans de la Walt Disney Company, fondée le 16 octobre 1923. Au programme, une parade et des costumes inédits. Puis c'est au tour des 100 Disney Volunteers d'entrer dans la danse. Disneyland salue l'engagement des 1000 cast members bénévoles pour des œuvres caritatives tout au long de l'année. Un spectacle grandiose pour les fans. Pour beaucoup, l'univers Disney a changé leur vie. On a vraiment réservé ce jour pour venir, pour les 100 ans de Disney Company. Disney, j'ai baigné dedans grâce à mes parents. Mon père, il a travaillé quelques années. On regardait les Disney quand on était enfant. Même en grandissant, on est encore dans la magie. Pour Disneyland Paris, cette date est historique. C'est une vraie aventure, parce que tout, comme Walt Disney le disait lui-même, it was all started by a mouse. Tout a été commencé par une souris, et aujourd'hui on le voit à travers tous les univers, toutes les franchises, toutes les histoires qui sont racontées par The Walt Disney Company. La célébration d'un siècle qui vient ouvrir une nouvelle ère pour la franchise. On ne cesse à The Walt Disney Company de se réinventer, de trouver de nouvelles façons de raconter des histoires partout dans le monde. Et ici à Disneyland Paris, on peut se tourner dans un futur proche avec la réouverture du Disneyland Hotel le 25 janvier prochain, la symphonie des couleurs Disney, tout un programme sur le parc Disneyland à partir du 8 janvier et plus loin bien sûr l'expansion des Walt Disney Studios qui va continuer à prendre de l'ampleur. Le futur est plus radieux qu'il ne l'a jamais été. Une belle promesse pour le parc. Depuis son ouverture en 1992, 300 millions de visiteurs se sont plongés dans l'univers de Mickey et de ses amis.
Voilà, et puis avant de nous quitter, je voulais absolument que l'on salue l'exploit de Frédéric Portier, amputé de la jambe gauche après un accident de scooter il y a 2 ans seulement. Après un entraînement intensif, ce Varois, accompagné de son équipe médicale et technique, a eu besoin de 6 jours seulement pour gravir les 5895 mètres le séparant du sommet du Kilimandjaro. Plus haut sommet d'Afrique par la voie Makamé, 6 jours, c'est le temps habituel nécessaire aux valides pour ce type d'ascension. Notre partenaire La Provence l'a rencontré à son retour. Regardez cette interview. C'est surtout la fierté de dire je suis arrivé en haut et de faire voir à mon fils Thomas que j'ai pu le faire. Ton père, même avec un handicap, il a pu arriver en haut, arriver à 5895 mètres d'altitude. Quand il restait les 300 mètres pour monter les derniers, là j'en pouvais plus physiquement et je suis monté avec le mental. Voilà, le mental, je me suis mis un coup de mental et de dire allez, il faut monter, il faut monter. Moi, mon objectif, c'est d'aller faire les 7 sommets et de prouver que même avec une prothèse, on peut faire ces 7 sommets-là et y arriver en haut et être le premier mondial à faire ces 7 sommets-là. Voilà, merci d'avoir suivi ce grand JT des territoires. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.